Bonjour à tous, bienvenue du coup au congrès de mathématiques. Je vois que certains étaient déjà là ce matin. Bonjour. Enfin, c'est pas la même personne, mais voilà, bonjour. Donc, là, pour ce créneau-là, vous allez assister à 2 exposés, donc celui du lycée Carnot et celui de l'université de Troyes. Donc, comme ce matin, du coup, vous pouvez, poser des questions soit en levant la main, soit en la posant sur le chat et je la relayerai et heu et voilà. Donc, on peut commencer par, l'exposé, du lycée Carnot, s'ils sont prêts, sur, La Belle aux prisonniers. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre-Alexandre. Et moi, Mathilde Denkoudja. Voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter notre sujet Matangine, la palle aux prisonniers. Donc, dans ce sujet, on a 3 joueurs, Harriman, Bob et Coton, qui s'affrontent dans une variante chacun pour soi de la balle aux prisonniers, où chaque joueur tire à tour de rôle selon cet ordre précis qui ne change pas. Harriman, puis Bob, puis Coton. Chaque joueur a à son tour différentes possibilités. Soit il peut passer son tour, soit il peut tirer sur le joueur de son choix. Si un joueur est touché, il est éliminé. Chaque joueur a une précision, une probabilité de toucher le joueur, qui est immuable et qui ne change pas au cours de la partie. Elle est de 1/10 pour Harriman, 1/2 pour Bob et 1/3 pour Coton. Chaque joueur connaît la précision des autres joueurs et va donc pouvoir adapter sa stratégie en fonction. Nous allons faire un exemple assez simple pour mieux comprendre ce modèle. Donc nous avons nos 3 joueurs et c'est Harriman qui commence. Il décide de viser sur Bob, mais il rate son tir. C'est donc au tour de Bob. Bob, lui, décide de tirer sur Coton et le touche. Coton est donc éliminé. Il reste donc plus que 2 joueurs, Harriman et Bob, et c'est donc au tour d'Harriman de tirer. Il décide de viser sur Bob et le touche, ce qui fait que Bob est éliminé et Harriman est le dernier joueur de la partie. Il est donc le vainqueur de la partie. Nos problématiques pour ce sujet sont, dans le cas étudié, quelles sont les probabilités de victoire de joueurs et quelle sera la stratégie optimale pour gagner, pour avoir le plus de chances de gagner. Ensuite, nous généraliserons ça. Nous verrons comment évoluent ces stratégies optimales ainsi que les probabilités de victoire en fonction de la variation des précisions. Donc, pour représenter cela, on a décidé de faire un arbre de probabilité parce qu'avant on avait un point de vue local, maintenant on aimerait avoir un point de vue global. Donc en fait, c'est facile de faire un arbre parce que un joueur, il peut soit tirer sur un autre joueur, soit passer son tour. Et donc, on va représenter ça sous la forme d'un arbre. Donc, on va d'abord faire un tout petit arbre pour bien comprendre comment il fonctionne avant de mettre l'arbre au complet. Donc, ici, on a Harriman, représenté par un A, qui décide de viser sur Bob. Il y a 2 conséquences possibles. Soit il le touche, ce qui a une chance sur 10 d'arriver, ce qui conduit à un duel CA où C commence. Soit la deuxième conséquence possible, qui a 9/10 de chance d'arriver, et qu'il rate son tir, c'est donc au tour de Bob. Donc voici l'arbre complet. Je veux faire aussi un exemple pour vous aider à comprendre. Donc, on a ici le joueur A, Harriman, qui décide de choisir de rater, et donc qui conduit à un changement de tireur, représenté par le trait rouge. Et donc, c'est à Bob de tirer. Bob, lui, il décide de tirer sur Harriman, et donc il y a 2 conséquences possibles. Soit il le touche, qui a 1/10 de chance d'arriver, soit il le rate. Est-ce que vous voyez le petit 1
En fait, le petit 1, ça ramène directement à cette situation, puisqu'en fait, comme les joueurs peuvent rater leur tir à l'infini, intentionnellement ou non, bah, ça fait que l'arbre est infini. Mais on a remarqué qu'il y avait des boucles, des situations qui se répétaient. Et donc, ces situations qui se répètent, on les a modélisées sous ces formes de petits numéros. Donc ici, le petit R1, bah, ça ramène directement à la situation 1. Et donc, en fait, on a vu que cet arbre, il est très complexe. Et donc, les formules de calcul des probabilités de victoire le sont. C'est des formules qui sont extrêmement complexes, qui sont trop complexes même. Donc, pour simplifier, on va d'abord étudier les duels. On va d'abord créer les formules pour les duels, puis on va les assembler pour avoir les probabilités de victoire des joueurs dans le truel. Par exemple, ici, dans le duel, si on dit que Harriman touche, c'est un changement de tireur qui conduit à Coton. Coton qui décide de viser sur Bob et qui le touche, ce qui conduit à une victoire de C. Donc, c'est ce qui est beaucoup plus simple à faire ça. Et donc, là, on va vous montrer les formules qui nous permettent de calculer les probabilités de victoire dans un duel. Donc, dans un duel où un joueur X commence et affronte un joueur Y, la probabilité donc que ce joueur X gagne revient donc à la probabilité que le joueur X touche le joueur Y, soit sa précision, P de X, ou bien que les deux joueurs ratent successivement leur tir, ce qui implique donc un retour à la situation initiale et donc une nouvelle chance pour le joueur X de toucher le joueur Y. Ce qui nous donne donc pour le joueur X cette probabilité de victoire. En utilisant cette même méthode, on déduit la probabilité de victoire du joueur Y. Et par analogie, on voit que si le joueur Y commence le duel, alors la probabilité du joueur X sera ceci. Cependant, que la pression de joueur Y, comme toute autre précision étant comprise entre 0 et 1, on déduit que 1 moins la précision du joueur Y soit aussi compris entre 0 et 1. Et donc, que comme on peut intuitivement être amené à le penser, le joueur X aura plus de chances de gagner un duel s'il commence à ce duel que s'il ne le commence pas. D'après sa probabilité de victoire étant plus haute. On va aussi considérer dans les cas qu'on va étudier, qu'un joueur ne peut pas avoir une probabilité de victoire nulle. Ce qui implique donc qu'il y a au moins toujours deux joueurs qui tirent. Car il ne peut pas y avoir aucun joueur qui tire, sinon la situation resterait bloquée. Et si seul un joueur tirait, alors le joueur qui serait visé par celui-ci n'aurait donc aucune chance de gagner, vu qu'il ne tire pas et il est le seul joueur à être visé. Il y a donc toujours au moins deux joueurs qui tirent. On part aussi du principe que les joueurs gardent toujours la même stratégie pendant le duel, donc quand il ne reste que 3 joueurs, et ne vont la changer qu'au moment du duel. Aussi, nous pouvons être amenés à penser que les joueurs auraient soit plus d'intérêt à tirer sur le plus fort ou passer leur tour. Tirer sur le plus fort car le plus fort pourrait être la plus grande menace, aussi pour essayer de ne pas se retrouver face à lui en duel, ou bien passer leur tour pour éventuellement se retrouver en duel et commencer le duel. Et comme on a vu plus tôt, avoir plus de chances de gagner ce duel. Dans le cas étudié, nous avons la précision de Bob, qui est supérieure à la précision de Coton, qui est supérieure à la précision de Harriman. Ce qui donne donc pour chaque joueur deux possibilités. Tirer sur le plus fort, par exemple pour le joueur A, tirer sur Bob, ou bien passer son tour. Ceci nous donne donc 4 stratégies envisageables dans le cas étudié, où on a donc par exemple Harriman qui va tirer sur B, Bob qui va tirer sur Coton, ou bien Coton qui va tirer sur Bob, ou bien Harriman qui va tirer sur Bob, Bob qui va tirer sur Coton, et Coton qui va rester passif. Ainsi, nous avons cependant constaté aussi
que ce cas-là est en contradiction avec ce qu'on a vu précédemment, qu'un joueur ne peut pas avoir une probabilité de victoire nulle, car ici, un joueur est visé par deux autres joueurs. Le joueur Bob, qui est visé par Harriman et Coton, il ne tire pas. Il a donc ici aucune chance de gagner. Ainsi, nous ne prenons pas en compte cette stratégie dans le cas étudié. Ce qui nous donne donc 3 véritables stratégies envisageables dans le cas étudié. Maintenant qu'on connaît donc les probabilités des probabilités de victoire d'un joueur lors d'un duel, nous allons donc essayer de déterminer les probabilités qu'un duel se produise. Par exemple, dans le cas où, dans la stratégie où Harriman tirait sur sur Bob, Bob tire sur Coton et Coton tire sur Bob, on a 3 duels possibles. En effet, si le joueur A élimine le joueur B, on peut avoir un duel C contre A. Si le joueur B élimine le joueur C, on peut avoir un duel A contre B. Et enfin, si le joueur C élimine le joueur B, on aurait un duel A contre C. Nous allons donc voir, par exemple, la probabilité que le duel Coton contre Harriman se produise. Ce qui revient donc à ce que Harriman élimine Bob. Ce qui est donc équivalent à sa précision. Ou bien que les 3 joueurs ratent successivement leur tir, ce qui implique donc un retour à la situation initiale. On applique donc la même méthode pour les autres duels, et ainsi, on peut déterminer les probabilités que chaque duel se produise pour chacune des stratégies. Nous utilisons la même méthode. Ainsi, on connaît donc les probabilités qu'un duel se produise et les probabilités que les joueurs gagnent un duel, ce qui nous donne donc, c'est par exemple ici, les probabilités de victoire de chacun des joueurs. Même méthode qu'on applique donc pour les 3 autres stratégies. Ainsi, nous avons donc fait ça pour les 3 stratégies et nous avons obtenu ce tableau de comparaison qui nous donne donc les probabilités de victoire de chacun des joueurs dans chacune des 3 stratégies. Donc nous allons donc essayer de déterminer la stratégie qui s'appliquerait, et donc la stratégie qui s'appliquerait en fonction des joueurs A et C éventuellement, mais pas du joueur B, car le joueur B doit forcément tirer sur le joueur C comme on a vu précédemment. Donc ici, on va donc constater que ça va être le joueur Harriman qui va déjà commencer à poser des restrictions, vu que c'est le premier à commencer le truel, et va donc enlever certaines possibilités. Ici, on peut constater que le joueur Harriman a plus de chances de gagner le truel lorsqu'il reste passif. Et donc, cela ne laisse cependant qu'une seule possibilité, qu'une seule stratégie. Cette stratégie n'est donc optimale finalement qu'en fonction du joueur Harriman. Cette stratégie est donc Harriman passe son tour, Bob tire sur Coton et Coton tire sur Bob. Ce qui nous a donc permis d'avoir les probabilités de victoire des joueurs dans le cas étudié. Nous avons donc ici traité les cas où les joueurs tireraient soit sur le joueur le plus fort, soit passeraient leur tour. Cependant, donc ce qui donne que certaines stratégies et duels possibles. Cependant, il est aussi possible que des joueurs tirent sur le deuxième joueur plus fort, ce qu'on va voir notamment avec dans l'article avec plus de précision et qui donne donc d'autres duels. Ainsi, nous avons ensuite généralisé les truels, donc pour un ordre donné, et donc on a séparé les truels en plusieurs cas différents en fonction de qui a les plus fortes précisions. Ce qui nous a donc donné 6 cas d'inégalité de précision et 7 cas d'égalité de précision. Donc, pour commencer, nous avons d'abord traité les cas d'inégalité. Ce qui est donc analogue au cas du sujet. On avait la précision d'un genre B qui était supérieure à la précision d'un genre C, qui était supérieure à la précision d'un genre A. De la même méthode, on peut donc associer 3 stratégies pour chacune des cas d'inégalité. Par exemple, lorsque la précision du genre A est supérieure à la précision du genre B qui est supérieure à la précision du genre C, ici le genre A est le genre plus fort, donc les genres B et C auront soit le choix de tirer sur le genre A, soit de passer leur tour. Et le genre A, lui, devra forcément tirer sur le genre B. On applique donc cette même méthode pour les 5 autres cas d'inégalité. Et on trouve ainsi 3 stratégies envisageables dans chacun des cas.
Ensuite, pour les égalités, comme dit précédemment, il y en a 7. Cependant, on peut les regrouper dans 2 parties. Lorsque des joueurs ont, lorsqu'il y a 2 joueurs qui ont la même égalité, la même précision, ou bien lorsque tous les joueurs ont la même précision. Ici, nous allons donc voir le cas lorsque les joueurs ont, 2 joueurs ont la même précision. On peut ainsi séparer aussi en 2 parties. Lorsque 2 joueurs ont la même précision et que celle-ci est supérieure à celle de l'autre joueur. Par exemple, ici, on a le cas où la pression du genre A est égale à la pression du genre B et est supérieure à la pression du genre C. Ici, les joueurs A et B sont donc mutuellement des menaces pour eux-mêmes et vont donc se viser mutuellement. Ce qui nous donne donc le joueur A tire sur B et le joueur B tire sur A. Le joueur C, lui, a donc le choix de tirer sur les joueurs A et B car ils ont la même précision, il vient de passer son tour. Cependant, dans chacun des cas, il est assuré d'arriver en duel, mais s'il reste passif, il est aussi assuré de commencer le duel en premier. Et comme on a vu précédemment, il aura donc plus de chances de gagner ce duel. Ce qui va donc impliquer le fait que le joueur C va rester passif. Enfin, dans le deuxième cas, où la précision de 2 joueurs est égale et qu'elle est inférieure à celle d'un autre joueur, alors cet autre joueur serait une menace pour ces 2 joueurs qui vont donc le viser. Par exemple, ici, si la précision du genre A est égale à la précision du genre B, qui est inférieure à la précision du genre C, les joueurs A et B vont tirer sur le joueur C. Enfin, le joueur C devra forcément tirer sur un autre joueur pour ne pas avoir une probabilité de victoire nulle. Le joueur A est celui qui va tirer directement après lui et qui sera donc plus susceptible de l'éliminer. Le joueur C va donc tirer sur le joueur A. On applique ainsi ce même raisonnement pour chacun des cas d'égalité qui se réfèrent à une partie ou qui se réfèrent soit au premier cas ou au deuxième cas. Enfin, il reste donc le cas où les 3 joueurs ont la même précision. Dans ce cas-là, il n'y a pas de joueur plus sûr que d'autres. Les joueurs devraient donc prendre en compte d'autres critères, par exemple l'ordre. Nous vous recommandons donc, pour plus de précision, de regarder l'article pour voir plus d'informations sur ce sujet. Quand il sortirait, car il n'est toujours pas sorti, il sortira. Donc, en conclusion de tout ceci, on a trouvé la stratégie optimale dans le cas étudié, qui est Ahriman reste passif, Bob tire sur Coton et Coton tire sur Bob. Dans cette stratégie optimale, la probabilité de victoire d'Ahriman est de 0,20, celle de Bob de 0,61 et celle de Coton de 0,19. Dans la généralisation des truelles, on a trouvé 6 cas d'inégalité de précision avec 3 stratégies envisageables par inégalité. On a trouvé 6 cas d'égalité des précisions de joueurs et à chaque fois il y a une stratégie envisageable par égalité. Et on a vu un cas d'égalité des précisions des 3 joueurs. Et ça, on le travaille plus dans l'article quand il sortira. Et à chaque fois, pour les cas d'inégalité, d'égalité partielle ou d'égalité totale, on calcule les probabilités de victoire à partir de la même méthode, de la même méthode, des mêmes formules qu'on a trouvées dans le cas étudié. Donc, nos perspectives pour la suite, et notamment dans l'article, si on peut se demander comment évolueront ces stratégies et les probabilités de victoire qui sont associées, si on a 4 joueurs ou plus, ou si les joueurs pouvaient changer de stratégie au cours de la partie pour une raison X ou Y, aléatoirement, ou pour toute autre chose. On peut aussi imaginer d'autres règles. Les joueurs pourraient attraper la balle et donc éliminer celui qui a tiré. Les joueurs pourraient revenir dans la partie, ici aussi pour différentes raisons, aléatoirement ou si telle ou telle action se passe. La pression des joueurs pourrait changer au cours de la partie, là aussi ça pourrait varier. Ou si un joueur réussit son tir, il peut avoir un tir supplémentaire juste après, ce qui favoriserait l'agressivité et ce qui ferait qu'on aurait moins d'intérêt à rester passif.
Ou alors, Athéus, un dieu démon, pourrait apparaître et maudire instantanément l'âme de tous les joueurs, sauf si ceux-ci s'unissent. Donc, nous remercions toutes ces personnes qui nous ont aidés au cours de l'année, qui nous ont soutenus autant moralement que moralement, qui nous ont aidés, qui nous ont donné des pistes. Et on remercie même l'association Matangine en général. Et on remercie aussi le lycée Carnot, qui est un très bon lycée. Donc voilà. En conclusion, n'oubliez pas, ne subissez pas les maths, vivez-les. Au revoir. Y Merci a-t-il des beaucoup. questions? Oui, lycée Reims, vous pouvez parler. Ah. J'imagine que vous n'avez plus de questions. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez lever la main, donc c'est en bas à droite. Donc, vous avez une petite main et sinon, vous avez le chat. S'il n'y a pas de questions, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur les perspectives, notamment bravo, oui. On n'a pas, comme pensant, on n'a pas encore commencé perspective. Après, pour certaines, on peut être amené à penser certaines choses. Par exemple, pour 4 joueurs, on pourrait se dire qu'on trouverait toujours le fait que les joueurs vont avoir peut-être le choix de tirer sur le plus fort ou bien de passer leur tour. Par exemple, passer le tour pour les 2 joueurs les plus faibles, qui auraient la plus faible précision et qui ne seraient pas visés par celui-ci. Et aussi, il faudrait donc trouver un moyen d'avoir les probabilités que des truelles se produisent, parce que comme ça, on pourrait retourner à la situation des truelles et donc retrouver ce qu'on a fait précédemment. Donc, avoir des stratégies avec 4 joueurs, lorsque les 4 joueurs sont encore là. Ok. Bon. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'université technologique de Troyes. Ok, très bien.